N'ayez pas peur du nombre d'habitants, 250 000 habitants, c'est assez dense. On est quand même traversé par le centre, par ce qu'on appelle l'ancien arc minier, donc une population assez dense, avec beaucoup de problèmes de précarité énergétique, de problèmes de reconversion industrielle, problèmes environnementaux et tout ce qui va avec l'activité industrielle et minière. Et de part et d'autre, en fait, nord et sud, en fait, sur ce territoire, c'est un secteur rural. Donc 4 intercommunalités, dont une communauté d'agglomération qui représente à peu près la moitié en termes d'habitants du territoire. Et comme je le disais, on a beaucoup de logements qui ont été construits avant 1875 et une forte proportion de logements individuels et aussi une forte proportion de propriétaires occupants. Donc là, je ne parlerai pas de logement, mais pour vous dire que c'est une préoccupation qui est assez importante chez nous, ce qui fait aussi que la notion énergétique a toujours été prise en compte en fait, depuis le début sur nos territoires de différentes façons. Il ne faut vraiment pas hésiter à m'interrompre au fur et à mesure, ça ne me dérange pas du tout si je ne suis pas assez claire ou s'il y a des enjeux que vous voulez que je développe plus précisément. Au préalable, donc, j'ai dû me mettre juste après, voilà, on est donc un syndicat mixte qui a la chance d'avoir une équipe assez importante. Ce n'est pas le cas de tous les syndicats de SCOT en France. Donc actuellement, on est 8 maintenant. Le pôle climat a un énergéticien en plus depuis un mois. Donc 2 pôles, un pôle planification qui a comme rôle en fait la mise en œuvre du SCOT, puisqu'on est mis en œuvre depuis 2009. Avec des thématiques dévolues à chaque chargé de mission, et un pôle climat donc, que je dirige qui en fait anime le plan climat territorial, donc un plan climat volontaire. Ce n'est pas un PCET au sens du Grenelle comme on le voit aujourd'hui, mais c'est un plan climat volontaire qui a été mis en place depuis 2007 sous l'impulsion de la région Nord-Pas-de-Calais, qui aujourd'hui a quasiment couvert en fait le territoire de la région avec des plans climat. Et on fait partie des 3 territoires pilotes qui ont lancé ces plans climat initialement. Donc ce qui est important, c'est de présenter que le SCOT du Grand Douaisis, c'est un syndicat mixte qui porte 2 projets qui, au début, vivaient un peu séparément pour plein de raisons, parce que pour moi, ça ne m'arrangeait pas tout le temps de dire que j'étais du SCOT, parce que le SCOT était vécu, vous verrez pourquoi par la suite, comme étant quelque chose d'hyper contraignant, de réglementaire, de descendant. Et moi, je faisais une démarche d'animation de territoire plan climat pour justement faire remonter. Donc, c'était pas forcément de bonne presse. Maintenant, on est complètement intégré, et je dirais que justement maintenant, on permet justement au SCOT de vraiment se développer, puisqu'on n'est plus sur le fait de dire qu'on fait de l'urbanisme réglementaire, comme on l'a jamais imaginé nous comme ça, techniciens, mais c'était vécu comme ça, que maintenant il y a une démarche justement de dire qu'un SCOT c'est un projet de développement durable et c'est un projet pour le territoire en matière de climat-énergie qui est assez important. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est un SCOT, c'est un document d'urbanisme qui définit le développement du territoire. Donc c'est vraiment un document de planification et un document de projet de territoire sur tout ce qui a trait à l'aménagement du territoire. Donc on parle de transport, on va parler d'économie, d'environnement et d'habitat. Et donc les lois Grenelle ont considérablement renforcé en fait les SCOT. Nous on a un SCOT avant Grenelle, on a un SCOT SRU, c'est pour ça qu'on a aussi fait un plan climat, parce qu'on avait peu de dispositions liées à l'énergie qui étaient disponibles dans le code de l'urbanisme. Mais bon voilà, le champ des SCOT a été renforcé par les lois Grenelle, surtout sur les champs de la biodiversité et de l'énergie. Pour nous, puis bon, c'est vécu aussi comme ça maintenant dans le Grenelle, le SCOT contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation au dérèglement climatique. Il s'impose au PLU, aux opérations d'aménagement, au PLH, au PDU et tous les documents infra. Qu'est-ce qu'un plan climat ? Donc pour nous, je dis pas plan climat territorial, parce qu'il y a une définition dans la loi, voilà, elle est bien cadrée. Pour nous, un plan climat territorial, c'est une démarche ascendante et partenariale. On a mis pratiquement 1 an pour faire que le programme d'action. Toute la phase étude avait été faite dans le cadre du SCOT. On a réuni à peu près une centaine de partenaires, 15 ateliers thématiques. Aujourd'hui, on a un réseau de partenaires de plus de 80 partenaires différents. Donc, dans les partenaires, on a des institutions, des collectivités, on a des associations, des entreprises, des écoles, voilà, tout ce qui est, je dirais, les acteurs vifs du territoire.
Et le but, c'est de pouvoir avoir un lieu où on puisse conjuguer aussi des approches différentes, puisque chacun n'a pas les mêmes objectifs en matière de climat et énergie. Mais c'est ce qu'on a réussi à créer sur le territoire, c'est vraiment pouvoir... On est tous d'accord sur une chose, c'est que le plan climat doit être aussi un facteur de développement local du territoire, durable. Donc comment on est arrivé à ça 2004, on commence en fait l'élaboration du SCOT, donc je vous passe l'état initial de l'environnement, le diagnostic, voilà. Et en face du PADD, en fait, le préfet de l'époque nous demande de réfléchir sur un schéma territorial en matière d'éolien. Il commençait à y avoir des problèmes d'implantation d'éoliennes. Et en fait, les élus se sont dit, mais on est en train de faire un SCOT, on parle de plein de sujets différents, pourquoi on ne ferait que sur l'éolien et pourquoi pas se poser tout de suite la question énergie de manière globale sur le territoire. Donc on a fait une étude de programmation énergétique qui est un peu l'équivalent des bilans carbone qu'on peut faire maintenant pour un plan climat, mais c'est quand même beaucoup plus poussé. Et cette étude a permis justement d'alimenter le SCOT sur ces réflexions. Donc justement, très rapidement, on a fait le lien entre aménagement et consommation d'énergie. Les élus ont voulu mettre en place certains dispositifs dans le SCOT, mais la loi ne nous le permettait pas. Donc c'est pour ça qu'ils se sont dit tout de suite au niveau du PADD, il faut qu'on inscrive qu'il faut faire un plan climat sur le territoire. En 2009, le plan climat a démarré avec une charte d'engagement. En 2011, on a refait un bilan carbone pour voir où on en était. Et voilà, et là on rentre en phase d'évaluation du SCOT. Donc rapidement, c'est juste quelques éléments clés en fait, du diagnostic du SCOT pour vous présenter brièvement le territoire. Population vieillissante et une perte de population. On est sur un territoire qui est peu attractif pour plein de raisons, des raisons historiques, des problèmes aussi liés à une faible mobilité des personnes. On a un territoire, donc au niveau du nord, c'est rural, mais alors, tout dépend où on se place, soit on bénéficie, soit c'est une contrainte pour nous. On a la métropole lilloise qui est directement adjacent en fait, à notre territoire, donc c'est toute la périurbanisation de l'île qui fait qu'on a une forte croissance en fait, sur ce secteur avec tous les problèmes que ça engendre. Et par contre, les deux autres parties du territoire sont en baisse assez importante en matière de projection de population. Donc c'est pour ça qu'en fait le SCOT a été élaboré aussi pour avoir une démarche de développement de territoire. On est parti d'un scénario démographique de plus de 20%, il me semble, à l'horizon 2030, ce qui est intenable, tout à fait entre nous. Transport et déplacement, on a l'A1 qui est juste à côté de notre territoire, donc l'A1, pour ceux qui connaissent, qui partent peut-être en vacances dans le Nord. Dans le Nord, c'est tout le temps saturé, il y a des poids lourds en permanence, donc voilà, des déplacements qui sont assez difficiles. Et même interne au territoire, on a l'autoroute en fait, qui traverse le territoire, donc l'autoroute qui faisait tout le bassin minier, qui est très bien structuré, mais de part et d'autre, en fait, des réseaux qui sont aussi saturés. Au niveau de l'environnement, on a beaucoup d'espaces naturels remarquables, même si c'est le Nord, même s'il y a eu un passé industriel, le bassin minier n'est pas le Nord-Pas-de-Calais, il faut bien s'en rendre compte. Et on a beaucoup d'espaces naturels remarquables, mais qui sont menacés déjà par l'urbanisation, très sérieusement, par des questions aussi de zones humides qui sont au fur et à mesure grignotées, et par la pollution, par de multiples facteurs. Habitat, un besoin constant de construction, lié essentiellement à la décohabitation. Là, on est en phase d'évaluation. On voit que, par contre, là, il y a un phénomène de recohabitation qui s'est amorcé depuis quelques années du fait de la paupérisation de certains ménages qui retournent chez leurs parents. Donc, voilà, c'est des phénomènes on voyait un petit peu, mais pas tant que ça. Ça commence à être un peu plus prégnant maintenant. Donc, ça va demander aussi des ajustements au niveau du type de bâtiment, le type de logement qu'il faudrait construire. Et au niveau de l'économie, là c'est un vrai problème, c'est la diversification de l'emploi, puisqu'on est passé d'une activité minière qui était quand même assez importante à une mono-industrie liée à l'automobile ou à la sidérurgie. Et donc maintenant on peine à diversifier les emplois sur tout type d'emploi tertiaire, agricole, etc.
Ça, c'est une diapo je pense que quand on a fait l'étude de programmation énergétique, on a dû présenter aux élus 2-3 diapositives. On en avait plein. Mais on en a passé 2-3 pour qu'ils se rendent compte ce que voulait dire la question énergétique liée à l'aménagement. Là, c'est ramené la consommation moyenne, alors toute activité confondue, hein, mais l'industrie, les transports et tout, ramené au nombre d'habitants. Très clairement, où il y a le plus d'habitants, c'est vraiment au milieu du territoire. Tout le monde se disait, de toute façon, c'est là où on consomme le plus, c'est là où il y a les industries les plus polluantes, c'est là où on est le plus nombreux, donc c'est là qu'on sera, ça sera le plus important. Et finalement, c'est le secteur rural, mais très rural, hein. Si vous voyez le 4,4 TEP par habitant, c'est un secteur rural. Quand on leur a présenté ça, ils se sont dit non mais c'est pas possible, vous vous trompez dans vos chiffres, nous on ne consomme rien. D'où vient cette consommation? C'est les transports. Ce sont des ménages qui ont en moyenne à minima 2 voitures par ménage. Ce sont des habitats qui sont complètement dispersés avec une consommation au niveau du terrain qui est quand même assez impressionnante. C'est ce qu'on appelle, nous, les maisons de Blanche-Neige. Vous avez la maison au milieu du terrain avec plein de jardins tout autour sur 2000 voire 3000 mètres carrés, ce qui, pour nous, est totalement impensable dans les projections démographiques qu'on a. Donc voilà, donc c'était pour leur faire comprendre que l'énergie, c'est pas tout le temps, il ne faut pas taper tout le temps sur les mêmes, c'est pas tout le temps les industriels qui posent problème, surtout qu'on est dans un secteur où l'industrie est en train de fermer, donc voilà. Mais c'était clairement le problème des transports et de l'automobile, donc des comportements particuliers, mais qui étaient induits aussi par des choix d'urbanisme qui avaient été faits à des époques certes antérieures, mais qui ont été faits à un moment donné par les élus. D'où l'utilité d'avoir un SCOT qui leur permette de réfléchir aussi à long terme sur le type d'aménagement à engager. Le deuxième step, c'était celui-là. On avait des photographies en fait, du territoire sur la tâche urbaine. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, la tâche urbaine, c'est où on a des zones urbanisées sur un territoire. Quand on a fait le SCOT, la dernière photographie, c'était 2004. Quand vous voyez déjà entre 71 et 2004, c'est déjà quand même assez bien fourni. On a dit aux élus, si on continue sur cette projection, voilà, est-ce qu'on veut un territoire en 2030 qui ressemble à ça? Donc c'est choc, hein, je conviens qu'on ne fera jamais ça, mais c'était pour leur dire que voilà, on ne peut pas continuer à être sur cette progression-là. Et surtout, les chiffres étaient assez éloquents. On avait consommé plus de 30% de surface à urbaniser alors qu'on n'avait gagné que 1% de population en 20 ans. Donc le ratio, il a été très vite fait sur le fait que jusqu'où on va sur l'extension de surface urbanisée, le gain de population n'était pas non plus en corrélation avec le nombre de surfaces qu'on ouvrait, donc il fallait quand même avoir une politique en matière d'urbanisme plus importante, et puis bien sûr tous les effets que ça a sur l'environnement. Là, c'est rapidement pour vous montrer comment on compile, qu'on met en avant les enjeux énergie avec l'aménagement. Donc là, c'est sur la notion de compacité. On parle de densité aussi, mais compacité, des fois, ça marche un peu mieux. Bon, après, tout dépend, il faut voir avec chacun dans vos territoires. Là, on partait sur un scénario de 500 logements. On a fait 3 simulations, donc sur le foncier, le transport et à terme, vous verrez les gaz à effet de serre. Sur le premier quartier, vous êtes sur un quartier, nous, ce qu'on appelle, donc ce qu'on a vraiment en périphérie, 10 logements à l'hectare sur 50 hectares. Donc il y a de la place, il y a des grands jardins, il n'y a pas de souci, sauf que bon, ça pose d'autres questions liées au commerce de proximité à développer, c'est un petit peu plus compliqué, liées à des distances à faire qui sont quand même plus importantes. Sur le deuxième, on est sur un quartier de petits collectifs, alors on a mis que petits collectifs, mais on arrive à faire l'individuel à 40 logements à l'hectare. On consomme 17 hectares, on peut peut-être mettre en place des transports en commun un peu plus efficaces et quelques commerces peuvent s'implanter. Le cas extrême, entre guillemets, et encore 100 logements à l'hectare, c'est pas non plus dément, mais sur nos territoires à nous, il faut quand même savoir, on a très peu d'habitat vertical, c'est beaucoup d'habitat horizontal. Centre urbain, c'est notamment le centre du Douai, qui est la plus grosse ville dans le Douaisis, 100 logements à l'hectare, sur 5 hectares, donc là, toute l'offre de transport qui peut être développée, le commerce, les distances qui sont moins longues. On reprend toujours ces cas de figure. Là, lié au transport, si on prend une aire d'attraction pour aller, en fait, on estime qu'une personne, pour aller à son arrêt de bus, il ne faut pas qu'elle fasse plus de 5 minutes à pied, sinon elle ne le prend pas. Bon, il y a des gens qui arrivent à faire un quart d'heure pour aller prendre le bus, mais c'était pour avoir quelque chose qui est assez pertinent.
Sur le premier quartier, on dessert que 25% des ménages. Sur le deuxième, 75%. Et sur le troisième, comme on peut s'imaginer, on peut desservir tout le quartier. Ça, c'est vraiment théorique, on est d'accord, mais c'était pour montrer que les choix en matière de logement ont des impacts sur l'habitat, ont aussi des impacts sur le commerce, donc il faut réfléchir de manière transversale. Quand on reprend ces trois quartiers, et si on fait le bilan en termes de gaz à effet de serre, voilà, le résultat il est quand même assez éloquent. Du premier quartier jusqu'au troisième quartier, en fait, vous divisez quasiment par 5 en fait, les émissions de gaz à effet de serre. Et pourquoi? Lié à la question de la densité et lié à la question des déplacements. C'est remis en cause par certains sociologues. Sur la densité? Non, sur la consommation en fait, des quartiers denses de son survie. Par rapport aux émissions de gaz à effet de serre? Eric Charles, notamment, je sais. Pardon? Eric Charles, un sociologue. Qui nous disait notamment que les urbains, justement, ils prenaient plus l'avion après pour les vacances, non, c'est pas ça? Il parle de l'effet barbecue. Ouais. C'est très dense en centre urbain, donc du coup, ces gens-là partent pour le week-end. Ouais. Ouais, oui, mais ah non, mais je vois ce que vous voulez dire. Chez nous, c'est vrai que ça se pose pas, les gens partent pas forcément bien en week-end. Non, mais il faut dire les choses. C'est pas dû à une histoire d'argent, il n'y a pas une mobilité même psychologique qui est très développée. Mais je vois ce que vous voulez dire. C'est vrai qu'après, tout dépend jusqu'où on prend le terme de calcul. Là, très clairement, tout ce que j'ai présenté, il peut y avoir toujours des illustrations contraires. Mais le but, c'était vraiment de se dire qu'on a maintenant plusieurs outils d'aide à la décision pour les élus qui ne sont pas que financiers, notamment. Je ne remets pas en cause un financier, c'est super important. Mais qu'il faut regarder d'autres choses et que les choix qu'on a impactent aussi d'autres choix derrière. Et notamment sur le cas des transports. Nous, on a présenté ça, mais ça n'a pas révolutionné les transports chez nous, très clairement. Faut être réaliste. Mais il y a quand même maintenant d'autres questions qui se posent. On essaye. Les transports, c'est vraiment le plus compliqué. On a peur de contraindre très clairement le véhicule particulier. Donc, bon. Mais je suis d'accord sur la densité, jusqu'où on va. L'ultra de densité, ça pose aussi des questions de cohésion sociale et que les gens n'ont pas forcément l'habitude de vivre ensemble, comment on crée d'autres choses, c'est vrai que ça pose d'autres problèmes. Je suis tout à fait d'accord. Là, c'était sur l'illustration de la densité et complexité. Ça, c'est un exercice qu'on demande au bureau d'études de réaliser quand il peut, quand ils y pensent, quand on est dans des révisions de PLU. Parce que c'est vrai que la densité, c'est pas quelque chose, même des fois quand on est urbaniste, on se figure des choses, mais pour un élu, c'est important de se dire dans sa commune, qu'est-ce que ça veut dire la densité? Et il a forcément des quartiers dans sa commune qui sont complètement différents, mais il ne se rend pas compte de combien ça fait de logements à l'hectare. Là, ce sont des cas de figure qu'on a sur notre territoire. Donc là, pour dire que la maison pavillonnaire, c'est 3 logements à l'hectare. C'est ce qu'on a beaucoup dans le Nord. La maison individuelle contiguë, 40 logements à l'hectare, c'est ce qui s'est beaucoup développé chez nous dans les années 80. Collectif en barre, c'était le fameux 100 logements à l'hectare. Mais quand on regarde ça, c'est les maisons de ville, ce sont des maisons minières. Elles étaient déjà à 120 logements à l'hectare. Et pourtant, tout le monde s'accorde dans le Nord-Pas-de-Calais, en tout cas dans les cités minières, à dire que c'était des cités où il faisait bon vivre, où les gens étaient bien, ils avaient un logement avec un petit jardin et qu'il y avait une vie de quartier, etc. Malgré le fait qu'il y avait 120 logements à l'hectare. Donc c'était pour repositionner aussi que la densité, c'est pas forcément des grands buildings qu'on va venir construire, mais qu'il y a autre chose derrière. Comment ça se fait que les collectifs en bas, il y a moins de logements à l'hectare que les collectifs? En fait, c'est parce que nous, le problème des collectifs que vous avez, c'est que vous êtes obligé aussi d'avoir une emprise plus importante pour les espaces verts ou les espaces publics, les parkings, etc. Donc ça demande des espaces plus importants. Que ces petits logements de ville, vous n'avez pas autant d'espace finalement à consommer pour même mettre le même nombre de personnes en fait. Mais chez nous, en plus, c'était pour dire, on doit avoir 3 ou 4 collectifs en barre sur tout le Bandouzy, c'est ridicule, il y a quasiment rien, quoi. Mais c'était vraiment pour leur dire, en plus, ça, c'est une cité où il n'y a pas de problème, on n'est pas à Villefranche ou je sais pas où, mais je sais pas quelles sont les villes ici où il y a des problèmes, mais... Ici, ils disent des Grésilles en général à Dijon, mais ça vaut pas que pour le Nord-Pas-de-Calais. Le 100 logements à l'hectare, c'est vraiment national, et tout le monde, aujourd'hui, rappelle que justement, les zones urbaines sensibles ne sont pas les zones les plus denses qu'on rencontre sur le territoire national, loin de là. Non. On a concentré à des endroits, ça c'est sûr, mais il y a des espaces urbains aussi qui sont à mettre en place à côté.
Ça dépend. Vous avez des... Alors, oui, il faut savoir qu'il y a beaucoup de maisons qui ont été jumelées en fait. Il y a des maisons des mines qui faisaient 80 mètres carrés par exemple, qui ont fait des grosses maisons en fait. Et aussi à contrario des grosses maisons des mines qui ont été redécoupées en plusieurs logements. C'est... Bon, après, je dis pas, hein, on n'a pas attiré toute la population bobo et riche du coin dans les cités minières. Faut être vraiment clair là-dessus. Il y a encore quand même je pense qu'on est encore à 40% d'ayants droit, donc encore des personnes qui logent gratuitement dans les logements du fait de l'activité minière qui s'est arrêtée dans les années, je pense que la dernière c'était dans les années 90. Voilà, c'est quand même, il y a une paupérisation hein, quand même dans ces zones. Mais il n'a jamais été remis en cause que le caractère urbain en fait, de ces zones était... les gens qui sont en précarité, c'est des précarités de financement en fait. C'est pas dû au fait que les maisons créent un sentiment d'insécurité, de mal-être, etc. Il n'y a pas du tout ça. Ça, je ne sais pas, c'est très personnel, je pense. On pourrait parler d'habitants à l'hectare. Hein. Oui, tout à fait. Mais Ouais. dans le groupe de logement, effectivement, il y a des démonstrations comme quoi il y a plus d'habitants à l'hectare, y compris sous ces formes. Donc comment on a traduit tout ça? Je vais faire très rapidement parce que je t'en ai déjà parlé. Donc voilà, on est parti de... Ouais, j'ai dit combien 20%. Ouais, non, c'est voilà. Je me trompe dans les chiffres. Donc, déjà 11%, c'est énorme. On est en déclin, donc arriver à 11%, oui, c'est ça. Il faut 20% en fait, parce qu'on était à moins 8, quelque chose. Donc pour arriver à 11% de population, il faut qu'on fasse plus 20. Donc voilà. En 2030, donc à partir de ce scénario, ça a dégagé combien de logements on avait à construire? Donc 21 000 logements neufs, hors requalification. Il y a encore, je ne sais pas combien de logements à requalifier aussi derrière. Développement économique nouveau et excellence environnementale. Donc ça, c'est les 3 piliers, je dirais, du SCOT. Je ne vous lis pas tout ça, je pense que vous aurez ma présentation en ligne, mais c'était pour vous dire comment nous, on a traduit ça de manière... On a 2 types de traduction, donc de manière explicite dans le SCOT au niveau seulement des énergies. Énergie-climat, là, très clairement, dans le PADD, on a mis qu'on voulait lutter contre le changement climatique. Donc là-dedans, il n'y a rien de contraignant, à part le fait qu'on a tout de suite intégré le fait qu'on faisait un plan climat. Dans le DOG, c'est opération de sensibilisation. Par contre, les choses qui sont plus contraignantes, c'est systématiquement, quand il y a de l'urbanisation, on demande à ce que soit étudié comment le secteur est desservi par les transports et les réseaux d'énergie, notamment s'il y a des réseaux de chaleur, s'il y a des réseaux de gaz, etc., qui sont dedans. Et aussi, surtout, les documents d'urbanisme ne doivent pas empêcher le recours aux énergies renouvelables. Sauf contrainte à ABF, etc. Mais en fait, le maire ne peut pas mettre dans son règlement d'urbanisme qu'il interdit des panneaux photovoltaïques, etc. sur son... Voilà. Et donc, même doivent aller jusqu'à recommander en fait, les énergies renouvelables sur le territoire. Après, par contre, nous, ce qu'on trouve qui est intéressant, c'est tout ce qui est implicite. Et du fait même d'un SCOT, en fait. Et de dire que tout ce qu'il y a dans le DOG et toutes les dispositions qui concourent à réduire l'étalement urbain, à densifier sur les transports, modes doux, etc., tout ça concourt finalement à limiter nos émissions de gaz à effet de serre et à diminuer nos consommations d'énergie. Donc finalement, c'est pas parce qu'on a... Et c'est ça qui fonctionne en tout cas très bien chez nous pour l'instant. C'est pas parce qu'on aurait mis plus de contraintes qu'on aurait un meilleur résultat. Là, finalement, on a déjà de bons résultats parce que les règles de base... le compte français, c'est peut-être pas une règle de base, mais pour nous, nos règles de base, elles sont correctement respectées. Voilà. Nous, nos règles de base, elles sont correctement respectées. En fait, si le SCOT est réalisé, comme il a été établi, ça réalise 80% des objectifs du plan climat territorial. Et le plan climat territorial, les objectifs, c'est réduction de consommation d'énergie et développement des énergies renouvelables. On est sur le 3x20 et sur le schéma du scénario négawatt. Je ne sais pas si vous connaissez, avec sobriété, efficacité et maintenant. Voilà, donc déjà quand on a vu ça, c'est vrai que... Alors on a mis 70%, mais on a refait une évaluation, on est quand même bien proche des 80%, parce qu'on touche à des thématiques qui sont identiques.
À part peut-être la notion de circuit court, de consommation qui n'est pas forcément intégrée dans le cadre d'un SCOT, mais tout le reste est intégré dans le cadre d'un SCOT. Et quand on a fait notre bilan carbone, de toute façon, nous, les 3 postes qui sont ressortis, donc c'est d'abord la consommation, ce qu'on mange, quoi. Après, c'était les transports, donc voilà, un SCOT est fait pour ça. Et c'était après tout ce qui était consommation des bâtiments, donc où sont implantés les bâtiments, quel type d'aménagement. J'avais pas mis le compte foncier en fait, le slide. Il est là en bas. Non, il n'y avait que ça. Ah ouais, c'est ça, j'ai cru que j'avais le tableau en fait. En fait, on a aussi 2 dispositions un peu phares dans notre SCOT qui nous permettent de travailler. Alors maintenant je peux dire travailler, au début c'était un peu, ça a été un peu le combat quand même. Maintenant on travaille vraiment bien avec tout le monde, hein. C'est pas forcément le problème avec les élus, c'est le problème avec les aménageurs et puis les grosses boîtes qui veulent venir s'implanter. Sur les questions, alors renouvellement urbain 60-40, c'est un peu difficile à suivre comme type d'indicateur. Par contre, sur la densité, vous avez donc la carte du Grand Douaisis et les couleurs correspondent en fait à une densité moyenne qui est obligatoire par commune. Par exemple, sur la ville de Douai, c'est 50 logements à l'hectare. Alors, comment on fait cette densité? Soit la commune, elle fait un plus, ou elle dit rien dessus, elle fait des projets d'aménagement sans donner de règles de densité, ben on lui dira, chaque fois que vous ferez une opération, il faudra faire 50 logements à l'hectare. Ce qui pour une ville centre est quand même assez problématique, elle a très peu de foncier, donc elle a d'autant plus intérêt à densifier. Par contre, sur d'autres communes, je pense que ça les intéresserait de faire qu'à chaque fois 10 logements à l'hectare. Mais du coup, on demande à l'élu, par contre, quand vous faites vos orientations d'aménagement, prévoyez tout de suite vos objectifs de densité. Vous pouvez très bien faire, mettons, 70 hectares en centre et faire que 30 hectares en périphérie de votre commune, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? D'avoir justement une densité de projet, une densité qui va être dégradée. Plus vous vous éloignez du centre, plus vous pouvez vous permettre de faire une densité moins importante. Donc ça a obligé aussi les équipes municipales à se projeter aussi sur leur projet, à pas seulement ouvrir des zones 1AU, 2AU, sans se dire combien d'habitats je vais avoir dessus, quelle mixité je vais avoir, donc ça a été une réflexion. Il y a eu après le compte foncier, donc je pensais que j'avais mis le tableau mais je ne l'ai pas mis. Le compte foncier, en fait, je vous ai présenté les objectifs démographiques et de développement du territoire, ce qui a induit en fait qu'on a limité la consommation d'espace total au niveau de du territoire à 700 hectares, avec interdiction de créer de nouvelles zones d'activité. Donc ça, c'est pas facile, mais on avait pris en compte déjà tous les projets de zones d'activité, sauf extension de activités déjà présentes qui, au titre de leur activité, ont besoin de s'étendre, ça c'est autorisé. Par contre, chaque commune a son quota de foncier. On a fait une photographie quand on a fait le SCOT, on leur dit, voilà, sur votre document d'urbanisme, vous avez autant de zones en U et en AU, donc c'est les postes, mais je ne me rappelle plus la terminologie. Voilà, donc vous avez ce compte-là. Par rapport aux 700 hectares, on va les répartir entre tout le monde, donc suivant des règles de pourcentage, mais aussi par rapport à des pôles. On a 3 ou 4 pôles de centralité en fait sur le territoire. On va se dire que ces pôles-là, c'est là où il devrait y avoir une plus grande concentration d'habitat, notamment parce qu'il y a des transports urbains, ils jouent un rôle d'attractivité aussi sur le territoire. Donc chacun a eu son quota. Et en gros, jusqu'en 2030, chacun a X hectares qu'il peut consommer sur cette enveloppe-là d'ici 2030. Donc il peut le faire quand il ouvre une zone de AU en fait, à l'urbanisation, ça se décompte de son compte foncier. Quand il y a par exemple une zone agricole qui bascule en zone à urbaniser, ça se décompte de son compte foncier. Donc il y a des communes, ça pose pas trop de problèmes parce qu'elles n'avaient pas beaucoup de projets, elles avaient pas mal d'hectares encore à consommer, donc ça n'a pas trop posé de problème. On en a eu très peu, il faut le dire. Par contre, la majorité, elles étaient assez contraintes finalement par rapport au foncier à consommer, ce qui les a obligées à re-regarder finement sur leur territoire, est-ce que toutes leurs zones 1AU, elles étaient bien placées, est-ce qu'elles n'avaient pas intérêt de les déclasser pour certaines en zone naturelle, en zone agricole, mais pas en zone urbaine. Et on a quand même pas mal de communes qui ont fait ça. Et donc du coup, en interne à leur commune, elles récupèrent comme ça, jusqu'au mètre carré près. Hein. C'est pas une notion d'hectare, ça va jusqu'au mètre carré près. Elles récupèrent, quand elles font leur plus, elles récupèrent des mètres carrés pour arriver à un compte foncier. Alors en plus, on a 2 temps, on a 2030, mais on a aussi 2020, il y a un temps intermédiaire à pas dépasser. Je suis désolée, j'ai oublié le tableau, mais...
Oui, vite. Donc le dernier constat, en fait, comment créer une culture de l'énergie, de l'aménagement en fait, sur un territoire. Donc je pense que déjà, nous, on a eu la chance d'avoir un scope plan climat qui a été fait de manière concomitante. On a eu la chance aussi d'avoir des élus qui ont conservé une ingénierie sur le territoire. On a un pôle climat dédié, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les territoires. Et surtout, on a très vite eu une culture commune aussi au niveau de l'ingénierie pour faire des... Dès qu'il y a une étude qui est faite par l'un ou par l'autre, forcément, on se nourrit de ce que fait les uns et les autres. Au pôle planification a été lancée une enquête ménage-déplacement. Directement, nous, ça a pu alimenter toutes nos réflexions sur la consommation d'énergie, quand on parle de précarité énergétique, c'est précarité énergétique aussi liée au transport et dans certaines zones, et je pense que vous connaissez ça si vous êtes dans les secteurs ruraux, c'est des dépenses qui sont de plus en plus importantes pour les ménages, donc ça nous a permis aussi d'alimenter tout ça. Ça nous permet aussi, nous, d'alimenter le pôle planification pour réintégrer la place de l'énergie dans l'aménagement et dans le projet des communes, donc c'est des places qui sont de plus en plus importantes, de former les élus et les acteurs du territoire de manière concomitante. Voilà, donc je vous passe, là on a un site internet, vous pouvez aller dessus, il y a toutes les actions du territoire. Là on est en train de mener une étude d'approvisionnement et de développement des énergies renouvelables sur le territoire pour voir quels sont les potentiels de développement des énergies sur le territoire. Donc là c'est le pôle climat qui l'amène, mais ça induit directement à comment on va retranscrire ça dans les documents de planification. La stratégie d'amélioration du patrimoine communal, c'est on va amener, on souhaiterait amener les 65 communes du Douaisis à diminuer 38% de leur consommation d'énergie sur leur patrimoine. Donc ça, c'est purement énergétique, mais ça induit pour les communes, par exemple, il y a beaucoup de communes qui ont regroupé leurs écoles, leurs centres sociaux au même endroit, justement pour faire des économies d'énergie. Donc ça, c'est de l'aménagement urbain, c'est du projet urbain. Voilà. Mes coordonnées. Vous pouvez m'appeler, m'écrire, tout ce que vous voulez, m'envoyer une carte postale, il n'y a pas de souci. Voilà. Désolée pour le temps. Parfait. Merci beaucoup, Bénédicte.